Nous allons tout de suite passer à la conférence suivante, qui sera présentée par le professeur Yousra Mzid, qui va nous parler de l'imagerie surrénalienne. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier Dr Jaiden et tous les organisateurs de m'avoir associé à cet enseignement dans le cadre de cours de Collège national d'urologie. Et donc, concernant comme sujet la pathologie des masses surrénaliennes, et on va se concentrer sur le volet radiologique et donc de l'apport de l'imagerie dans le bilan diagnostique des masses surrénaliennes. Et donc, tout d'abord, il faut savoir que la glande surrénale est peut-être le siège de multiples lésions et de pathologies tumorales bénignes que malignes, que l'étiologie étant prédominante est l'adénome et que l'aspect en imagerie il est variable en fonction de sa teneur en lipides. Le radiologue est toujours, donc, doit penser à l'origine métastatique d'une lésion surrénalienne face à un patient connu porteur d'une tumeur et que le couple TDM et IRM s'inscrit dans la stratégie thérapeutique des masses surrénaliennes. Donc ça va aller très vite. Pour la radioanatomie normale, l'échographie, souvent on ne le fait pas, les glandes surrénales, on ne les voit pas sur l'échographie. Là, on a une coupe un cliché d'échographie. Ici, donc on a la loge surrénalienne droite où il est occupé par une masse hyper-échogène, spontanément, c'était un myélolipome. Contrairement au scanner, les glandes surrénales, souvent on les voit, à condition qu'on réalise des coupes millimétriques, donc des coupes maximum de 3 mm. Les glandes surrénales sont souvent sous la forme d'un V inversé pour la surrénale droite, une Y inversée pour la surrénale gauche. Chaque surrénale il est composé d'un corps dont l'épaisseur maximale ne doit pas dépasser 8 mm et deux bras, un bras interne et un bras externe dont l'épaisseur maximale ne doit pas dépasser 5 mm. Il faut savoir que l'écartement entre ces deux bras, il est variable en fonction de la teneur de la graisse rétropéritonéale. Et il faut savoir également que toujours les bords des deux bras surrénaliens doivent être rectilignes ou concaves, jamais des bords convexes. Au scanner fait sans injection de produits de contraste, comme vous le voyez ici, donc sur cette image scanographique, la densité spontanée des surrénales doit être tissulaire aux alentours de 25 unités Hounsfield. Et donc, ici, vous voyez donc cette glande surrénale également ici. Donc la densité elle est spontanée tissulaire. Et après injection de produits de contraste, souvent les glandes surrénales ont un rehaussement qui est modéré et homogène. Mais il faut savoir que tout épaississement supérieur à 10 mm ou un épaississement ou un bombement focal localisé est considéré comme pathologique. Quant à l'IRM, pour la radioanatomie normale, les glandes surrénales apparaissent en isosignal T1. Donc, une séquence T1 est reconnue par un LCR qui est en hyposignal. La glande surrénale est en isosignal T1 par rapport au foie et souvent de signal homogène. En T2 également, donc la séquence T2 est reconnue par un LCR qui est en hypersignal. Donc, vous voyez ici l'LCR. Il est en hypersignal. Également, la glande surrénale, elle apparaît en isosignal T2. Après injection de gadolinium, donc la glande ici, vous voyez, donc c'est une séquence coupe axiale avec injection de produits de contraste. Là, vous voyez le gadolinium au sein de l'aorte et la prise de contraste de la glande surrénale doit être homogène. Pour le protocole en imagerie, je commence par le scanner. Souvent, on réalise un scanner en coupe fine. Les coupes scanographiques ne doivent pas dépasser 3 mm. On commence toujours notre exploration par des séquences ou une spire sans injection de produits de contraste, ce qu'on appelle le D0. On va mesurer à l'aide d'un ROI, on va mesurer les densités spontanées à condition que cette mesure doit considérer au moins les 2/3 de la lésion.
Si la densité spontanée elle est inférieure à 20 unités en speed, là on est face à une lésion riche en graisse macroscopique et une lésion bénigne type myélolipome. Par contre, si on a une densité qui est inférieure à 10 unités en speed, là on est presque sûr qu'on est face à une lésion bénigne type adénome et dans ce cas-là, on peut arrêter les investigations et l'injection elle est inutile. Dans le cas contraire, si on a une lésion dont la densité spontanée elle est supérieure à 10 unités en speed, la lésion elle est hétérogène par la présence d'hémorragie, de calcification ou de nécrose, ou dont la taille elle est supérieure à 3 cm, dans ce cas-là, on doit compléter notre investigation par l'injection de produits de contraste et souvent, on réalise 2 spires. Une spire au temps portal, le DP, c'est le temps portal à 60 secondes, et le DT, c'est le temps tardif, réalisé souvent à 10 ou à 15 minutes. Ces 2 spires sont nécessaires afin de permettre de calculer le lavage, ou ce qu'on appelle le washout absolu et relatif, permettant de faire la différence entre une lésion bénigne type adénome et une autre lésion maligne. Donc, je vous montre ici la mesure de la ROI. Donc, c'est ce cercle-là qu'on met sur la lésion qui doit couvrir au moins les 2/3 de la lésion. Quant à l'IRM, souvent, elle est considérée comme un examen de deuxième intention. Souvent, si devant la persistance d'un doute diagnostique après un scanner, situation qui est peu fréquente parce que souvent, après le calcul de washout absolu et relatif, qui ont une sensibilité de 100%, et une spécificité également de 100%, donc on reste très peu dans le doute, mais également l'IRM, elle est indiquée si on n'a pas envie d'irradier les gens, c'est-à-dire si on est face à un nouveau-né, une femme enceinte, ou bien en cas de suivi des jeunes qui font des scanners de contrôle à répétition. Pour l'IRM, les séquences, toujours, on commence notre exploration par des séquences morphologiques, donc une séquence T1, c'est une séquence anatomique de base. Une séquence de déplacement chimique, c'est la fameuse séquence in-phase, out-phase, c'est un couple in-phase, out-phase. C'est une séquence qui permet de saturer la graisse intracellulaire. Donc, c'est une séquence qui est caractéristique, elle est primordiale, permettant de saturer la graisse au sein d'une lésion surrénalienne, donc de faire la part entre un adénome et une lésion présumée non adénomateuse. Également, on doit compléter notre exploration par une séquence T2. Cette séquence qui est aussi importante, elle a tout son intérêt si le tableau clinique est évocateur d'un phéochromocytome, parce que c'est presque la seule tumeur qui apparaît en hypersignal T2 franc. Les séquences avec saturation de la graisse, souvent on réalise cette saturation de la graisse si on est face à une lésion surrénalienne qui apparaît en hypersignal T1 spontané. Une lésion en hypersignal T1 spontané, c'est soit un myélolipome qui contient de la graisse ou bien c'est un hématome. Et si on fait la saturation de la graisse, on peut faire la différence entre les deux. Pour l'injection de gadolinium, elle n'est pas systématique. Donc, je vous montre ici le couple in-phase, out-phase. Ici, c'est la séquence in-phase. Là, c'est une séquence out-phase. Elle est marquée par la présence de cet ancrage périphérique en hyposignal franc. Voici, là, je vous montre, donc, c'est une séquence T2 reconnue par l'Elseyer ici, qui est en hypersignal T2. Donc, cliniciens et radiologues peuvent être confrontés à deux situations cliniques incitant à l'exploration morphologique des surrénales, à savoir la première situation, c'est ce qu'on appelle un incidentalome. Incidentalome, c'est la découverte fortuite d'une masse surrénalienne lors d'une réalisation d'un scanner abdominal sans syndrome clinique ou biologique d'hypersécrétion évident. Là, c'est une situation qui est assez fréquente, ça représente environ 4 à 5% des scanners abdominaux, et les étiologies sont souvent dominées par les adénomes. Les adénomes, dans ce cas, ils sont non sécrétants, ça représente environ 45% des cas. La deuxième
étiologie, sont les métastases, donc ça représente environ 31%, et souvent ce sont des lésions secondaires de néoplasie mammaire, rénale, bronchique ou mélanome. Deuxième situation, si on est face à un syndrome sécrétoire de traduction clinique et ou biologique. Le rôle de l'imagerie dans ce cas-là, c'est surtout pour localiser la glande surrénale pathologique, mais également de faire la caractérisation d'une masse surrénalienne, tout en sachant de temps à autre, on peut arriver à caractériser une lésion. Donc, si on est face à une lésion de découverte fortuite, ou ce qu'on appelle un incident talent, dans ce cas-là, comment peut-on raisonner? Parfois, la situation elle est tellement évidente sur le plan clinique que sur le plan radiologique. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples à travers des cas cliniques. Je commence par la première vignette clinique. Ici, s'il s'agit d'une femme de 43 ans qui se présente avec des douleurs spontanées du flanc gauche d'apparition aiguë sans contexte fébrile. Vous remarquez la présence de cette masse, donc au niveau de la loge surrénalienne gauche, dont le signal spontané il est de 46 unités Ansfield. Après injection au temps portal et au temps tardif, là, vous remarquez que la lésion elle est presque inchangée, il n'y a pas de prise de contraste, et là, c'est une caractéristique de ce qu'on appelle un hématome médulaire, situation qui est assez fréquente, surtout en cas de traumatisme, en cas de stress, de prise des anticoagulants, en cas d'un syndrome des antiphospholipides ou en cas de thrombose veineuse. L'hématome médulaire il est facilement reconnu en imagerie par cette hyperdensité spontanée sur la séquence, sur le scanner fait sans injection de produits de contraste et l'absence de rehaussement après injection de gadolinium. Souvent, l'évolution de ces hématomes vers la liquéfaction et la diminution en taille et parfois l'apparition même de calcification. En IRM, si on réalise une IRM, on va tomber sur une masse qui est en hypersignal T1 spontané qui ne s'annule pas après saturation de la graisse. Donc la hantise de radiologue est de passer à côté d'une masse tumorale sous-jacente. C'est pourquoi, premier message clé, il faut toujours contrôler un hématome spontané de la surrénale. Et heureusement pour cette patiente, c'est un scanner de contrôle. Vous voyez que la masse surrénalienne, elle s'est liquéfiée et elle a diminué de taille en faveur de sa nature bénigne. Deuxième vignette clinique, là, c'est un cas d'un homme de 54 ans. C'est un incident à l'homme découvert lors d'une réalisation d'un scanner pour une autre symptomatologie. Et là, on tombe sur une masse surrénalienne. Donc, vous voyez ici cette lésion qui occupe la loge surrénalienne droite. Elle a une densité spontanée de 17 unités Ansfield. Après injection de gadolinium au temps portal, c'est presque inchangé. Elle a 20 unités Ansfield. Et là également au temps portal, elle a presque la même densité. Et donc, une lésion qui est de densité hydrique spontanée sans prise de contraste, on est bel et bien face à une lésion kystique. Un kyste de la glande surrénale, ça peut être un kyste simple, donc avec une paroi qui est fine, et puis il peut être de nature épithéliale ou parasitaire. Donc vous voyez ici un cas de kyste hydatique multiple au niveau hépatique, et là, l'os surrénalienne, elle est également occupée par une lésion de nature kystique, et devant cet ensemble, on a évoqué un kyste, la nature hydatique du kyste. Également, on peut avoir un pseudokyste. Donc, ce cas-là, il est souvent secondaire à une hémorragie. Également, la loge surrénalienne peut être occupée par un lymphangiome kystique. Souvent, la paroi elle est fine de siège et avec le siège de multiples cloisons en son sein. Une lésion kystique, au scanner, elle est reconnue par sa densité liquidienne, comme j'ai déjà dit, avec absence de rehaussement. C'est vraiment caractéristique. Le complément par IRM, il est rarement indiqué, mais si jamais on tombe sur une lésion surrénalienne par hasard à l'IRM, elle va apparaître très hyper claire sur la séquence T2, comme vous le voyez ici. Donc, c'est une lésion kystique qui occupe le loge surrénalienne gauche, qui est en hyposignal T1 et un front hypersignal T2. Troisième situation clinique, là également c'est un incident à l'homme, c'est une masse de découverte fortuite lors de réalisation d'un scanner.
Vous remarquez que la loge surrénalienne droite, ici, elle est vraisemblablement occupée par cette masse qui est très noire. La densité de cette lésion, elle ressemble à celle de la graisse rétropéritonéale. Vu sa richesse en graisse macroscopique, devant cet aspect, et tout en mesurant la densité spontanée de la lésion, on a remarqué que cette lésion elle a une densité qui est très négative. Elle a une densité de moins 80 unités en Hounsfield, et là, on est face à une lésion typique de myélolipome. Un myélolipome, situation qui est donc limite pathologique, même limite de la normale. On a les lipomes et les myélolipomes. Le lipome il est à contenu lipidique ou bien adipeux pur, et pour le myélolipome, il est mixte, à contenu mixte, donc un contenu adipeux, mais également il contient du tissu hématopoïétique. Là, on peut déduire l'aspect en imagerie. Le lipome, il est de densité graisseuse pure, et pour le myélolipome, on a une densité graisseuse, mais également il est hétérogène par la présence de cette composante hématopoïétique, donc des zones qui vont se rehausser après injection de gadolinium, de produits de contraste, pardon, avec parfois la présence d'hémorragie et de calcification. Au scanner, à l'IRM, pardon, donc le myélolipome, il est connu par une lésion qui est en hypersignal T1 comme l'hématome également, mais qui va s'annuler sur les séquences avec FATSAT, avec saturation de la graisse. Ici, je vous montre donc une lésion au niveau de la loge surrénalienne du droite qui a une composante en hypersignal spontanée en T1 de siège central, et après FATSAT, vous remarquez que cette composante en hypersignal, il va s'annuler après saturation de la graisse. Une situation également subtile, là, une masse qui est hétérogène par la présence de composantes tissulaires majoritaires, mais il faut s'acharner à chercher cette composante minoritaire en hypersignal T1 central qui s'annule également après saturation de la graisse, témoignant de la graisse, témoignant de la composante graisseuse extracellulaire qui plaide en faveur de l'origine lipomateuse. Quatrième situation évidente, si on est face à un adénome typique, là, le contenu lipidique, le contenu de l'adénome, il est souvent très riche en lipides. Donc, en plus des critères morphologiques de bénignité, à savoir donc la taille inférieure à 3 cm, les contours réguliers et le contenu homogène, souvent la densité spontanée sur un scanner réalisé sans injection de produits de contraste, elle est inférieure à 10 unités Hounsfield, et c'est caractéristique d'adénome bénin. Si jamais on a complété notre exploration par une séquence IRM in-phase, out-phase, le contenu lipidique peut être confirmé par cette chute de signal caractéristique sur la séquence out-phase, comme c'est montré ici. Donc, c'est une séquence in-phase. Vous voyez cette lésion qui est presque égale, le signal il est presque égal au foie, et sur la séquence out-phase, la lésion elle devient très noire. Deuxième situation, si on n'est pas face à une lésion qui est évidente cliniquement, avec un tableau clinique évident ou un aspect radiologique également caractéristique, là, on doit raisonner en fonction de la taille de la lésion, tout en sachant que plus qu'on augmente de taille, plus le potentiel de malignité, il augmente. C'est-à-dire, je m'explique, pour une lésion dont la taille est supérieure à 4 cm, là, le potentiel de malignité, il avoisine le 2%, et pour une lésion dont la taille est supérieure à 6 cm, là, on arrive même à 25% de malignité. Également, il faut penser au contexte clinique. Si on est face à une patiente ou un patient avec une néoplasie déjà connue, là, il faut toujours, par principe, évoquer l'origine métastatique de la lésion. Donc, on peut avoir recours à réaliser le PET scan. Troisième possibilité, c'est d'avoir l'imagerie antérieure. Si la lésion elle est stable, on doit se comparer par rapport à l'imagerie antérieure. Si on est face à une lésion qui est stable depuis une année, là, on peut confirmer la bénignité. Dans le cas contraire, si la lésion elle progresse ou elle change d'aspect, là, on peut évoquer les critères de malignité. Et dans ce cas-là, on peut compléter notre exploration par d'autres imageries et même arriver à réaliser des biopsies.
Donc le radiologue, en se basant sur un faisceau d'arguments clinico-biologiques, il doit répondre à certaines questions pour pouvoir répondre pour pouvoir avoir un diagnostic plus plausible. Donc, est-ce que la lésion elle est maligne? Si oui, est-ce qu'on est face à une lésion qui est primaire ou c'est une métastase? Deuxième question, la lésion est-elle un phéochromocytome? Dernière question, s'agit-il d'un adénome surrénalien qui est atypique avec faible teneur en lipides? Pour répondre à ces questions-là, donc, on peut compléter notre investigation par une injection de produits de contraste. Et là, on va étudier la microvascularisation d'une lésion en calculant le washout relatif et le washout absolu. Pour le washout relatif, il se calcule à partir de deux acquisitions, une acquisition au temps portal et une acquisition au temps tardif. Contrairement au washout absolu, il se calcule souvent par trois acquisitions, donc le SPC, le temps portal et le temps tardif. Contrairement à l'adénome typique riche en lipides, dont le washout relatif est supérieur à 40%, le washout absolu supérieur à 60%, un adénome atypique ou autre lésion non adénomateuse, on a donc le washout relatif il est inférieur à 40% et le washout absolu souvent inférieur à 60%. Ici, deux cas de figure pour deux patientes qui consultent dans le cadre d'une réalisation d'un scanner TAP, dans le cadre d'un bilan d'extension. Pour la première lésion à gauche, là, vous remarquez, on tombe sur un incidentalome surrénalien de Roy. La densité spontanée, elle est supérieure à 10 unités en Ansfield. On a complété par l'injection et vous remarquez que le lavage il est assez important. Donc on a passé de 16 à 59 puis 24. En calculant le washout relatif et absolu, on est bel et bien supérieur à 60 et 40% respectivement et on a retenu le diagnostic d'adénome. Contrairement à la lésion à droite, la lésion elle a une densité spontanée de 36 unités Ansfield avec un lavage qui est très très peu marqué et donc en calculant le washout, il est inférieur à 60% et là on a retenu le diagnostic de métastase. En plus de scanner avec injection de produits de contraste et le calcul de washout qui ont une sensibilité et une spécificité qui est proche de 100%, on peut compléter par les séquences en déplacement chimique, le couple HIP-HOP, in-phase, out-phase. Sur cette séquence, on peut étudier par une méthode qualitative le signal de la lésion surrénalienne tout en comparant le signal de la lésion par rapport à celui de la rate, ou bien une méthode quantitative. Dans ce cas-là, on va mesurer les ROI par une surface qui dépasse 2 mm carrés et 2 tiers de la lésion. Dans ce cas-là, on va calculer ce qu'on appelle l'index d'intensité de signal qui doit, avec une valeur seuil qui est égale à 16,5%. Premier cas de figure, là, on est face à une lésion surrénalienne droite hétérogène avec des signes d'atypie au scanner. On a complété par une IRM avec des séquences T2 et une séquence T1 in-phase, out-phase. Donc, vous remarquez ici que la lésion, elle est presque en isosignal T1 par rapport au foie et sur la séquence out-phase, vous remarquez que la lésion elle est devenue très noire et en calculant le washout, là, on a trouvé un index d'intensité de signal qui est supérieur fortement à 16,5% et là, on a retenu le diagnostic d'adénome. Contrairement à cette lésion-là, on a un signal, une densité spontanée supérieure à 10 unités Ansfield. On a complété par les séquences in-phase, out-phase. Vous remarquez que la lésion elle est presque inchangée entre le in et le out, et en calculant l'index d'intensité de signal, il est de 13%, inférieur à 16,5%, et là, le diagnostic de métastase était le plus probable. Donc, en revenant aux critères en imagerie en faveur d'adénome, si dans ce cas de figure, la densité spontanée elle est supérieure à 10 unités, en plus des critères morphologiques de bénignité, donc à savoir la taille supérieure à 3 cm,
les limites nettes avec l'homogénéité de densité, là, le washout doit être relatif doit être supérieur à 40% et le washout absolu supérieur à 60%. Et pour l'IRM, notamment la séquence in-phase, out-phase, en calculant l'index d'intensité de signal, il doit être supérieur à 16,5%. Donc, pour résumer la prise en charge en imagerie devant un incident à lampe surrénalien, on commence toujours par un scanner fait sans injection de produits de contraste. Là, la valeur seuil de densité, c'est le 10 unités Hounsfield. Si on est face à une lésion de moins de 10 unités Hounsfield avec une taille inférieure à 3 cm, là, on est rassuré, on est dans le bénin, on est face à un adénome riche en lipides. Dans le cas contraire, on a une densité supérieure à 10 unités Hounsfield ou une taille supérieure à 3 cm ou même une hétérogénéité de densité. Là, on doit compléter par 2 spires d'injection. La première au temps portal à 60 secondes, la deuxième au temps tardif, donc 15 minutes. On va calculer le washout absolu et le washout relatif. Pour le washout absolu, s'il est supérieur à 60%, là, avec une petite lésion de moins de 3 cm, là, on est tranquille, on est dans le bénin, on est face à un adénome. Dans le cas contraire, également, si la lésion est supérieure à 3 cm, un washout inférieur à 60%, le washout est absolu là, on doit compléter notre investigation par l'IRM et notamment par cette séquence clé in-phase, out-phase, en calculant l'index d'intensité de signal. S'il est supérieur à 16,5, là, on est face à un adénome pauvre en lipides. Dans le cas contraire, si l'index est inférieur à 16,5, là, on est face à un nodule non adénomateux et on doit discuter le dossier en RCP et on va probablement compléter par d'autres investigations, un bilan hormonal, une imagerie isotopique ou même une biopsie. Cette biopsie qui trouve tout sans intérêt, elle est particulièrement intéressante en cas de maladie lymphomateuse ou bien en cas de suspicion de métastase si l'exploration par le scanner et le PET reste indéterminée. Elle est non indiquée en cas de pathologie endocrinienne déjà connue ou bien en cas de suspicion de tumeur primitive telle qu'un carcinome cortico-surrénalien. Elle est formellement contre-indiquée en cas de phéochromocytome. Donc, je complète par ce cas clinique. Une patiente de 66 ans qui se présente avec une pesanteur du flanc droit, avec une masse à l'échographie non caractérisable également au scanner, et au bilan hormonal, elle a une hypercortisolémie. Donc, vous voyez que la loge surrénalienne sur une coupe échographique, elle est occupée par cette masse qui est assez importante, de taille volumineuse, et hétérogène par la présence de nécrose centrale. Là, c'est légitime de compléter notre caractérisation par une IRM surrénalienne. Et là, sur une séquence T2, vous remarquez que la lésion elle est assez volumineuse, hétérogène, de signal supérieur à celui du foie, pas de chute de signal entre le in et le out phase. Le rehaussement il est progressif, là c'est un temps artériel, temps portal et temps tardif. On a un rehaussement qui est hétérogène et progressif. Devant cet aspect-là, on a évoqué le carcinome surrénalien. Cette tumeur primitive, elle est assez rare. Elle touche la femme de la 5e décennie. Souvent, dans 50%, ils sont hyperfonctionnels. La circonstance de découverte, souvent, elle est découverte par un hypercorticisme, un syndrome virilisant ou bien un syndrome de masse. Il faut toujours penser à chercher cet envahissement vasculaire, un tropisme veineux et chercher des métastases à distance touchant principalement le foie, l'os et le poumon. Donc, je résume les critères morphologiques plaidant en faveur d'un corticosurrénalome sur l'imagerie. C'est une tumeur souvent unilatérale de taille volumineuse, de contour irrégulier, avec hétérogénéité de signal. Au scanner, on a un washout absolu et relatif respectivement supérieur à 40 et à 60%. Un hypersignal T2 est souvent hétérogène, pas de chute de signal, pas de graisse intracellulaire au sein de la lésion. Et bien sûr, il faut chercher ce tropisme vasculaire et cette extension tumorale via la veine rénale. 6e cas clinique, là, une patiente hospitalisée pour poussée hypertensive et céphalée avec des méthanéphrines urinaires élevées. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Devant ce contexte radio
clinique, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme diagnostic? Alors, qu'est-ce qu'on peut évoquer, mes chers résidents? Ouais. On a une vignette clinique, et voilà l'aspect en imagerie. On a un scanner fait sans injection, et là un temps artériel, et puis un temps veineux plutôt, et un temps tardif. Qu'est-ce que tu évoques comme Phéochromocytome. Devant l'aspect en imagerie ou bien devant la vignette clinique. Et également sur l'imagerie, on peut l'évoquer parce qu'on est face à une lésion qui se rehausse fortement au temps artériel. Donc là, vous remarquez que la lésion, elle brille au temps artériel. Et bien sûr, en se basant à la vignette clinique, on peut évoquer le phéochromocytome et on peut compléter par notre bilan radiologique par une IRM surrénalienne. Là, ce qui est remarquable, que le phéochromocytome, c'est une tumeur qui est fortement en hypersignal T2. Donc, le couple prise de contraste au temps artériel qui est intense associé à un hypersignal T2 franc au temps sur la séquence T2 plaide en faveur de la nature phéochromocytome de la tumeur. Donc, cette tumeur qui est donc typiquement se présente par des poussées d'hypertension, des palpitations et sur le plan biologique, il est caractérisé par ces marqueurs méthylxylés urinaires qui sont élevés. Pour l'imagerie, que retenir pour le phéochromocytome? Je répète, donc c'est une tumeur qui est souvent de taille volumineuse, supérieure à 3 cm, dont la densité est hétérogène, mais j'insiste sur la prise de contraste qui est intense au temps artériel, et également cet hypersignal donc, franc sur la séquence T2 avec également un rehaussement très intense à l'IRM. J'ouvre un parenthèse parce que pour la suspicion de phéochromocytome, souvent on peut demander une scintigraphie. Cette scintigraphie MIBG qui est caractéristique des tumeurs de la médullo-surrénale, et qui va fixer, parce que l'MIBG va se fixer en cas de phéo, de paragangliome et de neuroblastome, mais également on peut avoir donc recours à réaliser la TEP-FDG, souvent pour détecter les tumeurs de la cortico-surrénale, mais également en cas de suspicion de métastase. Voici un cas de PET scan. Là, on voit un hypermétabolisme au niveau de la loge surrénalienne droite, et c'était une métastase d'un cancer du poumon. Ici, par contre, c'est une scintigraphie MIBG qui montre une fixation en arrière du foie, ou bien entre le foie et le rein droit, et c'était un phéochromocytome surrénalien droit. Je complète par deux cas particuliers. Là, en se basant sur un tableau clinique, on peut évoquer un diagnostic ou un autre. Pour ce patient, 47 ans, il a un syndrome de masse abdominale au niveau du flanc gauche. On a réalisé une IRM, on tombe sur cette masse qui est volumineuse, donc qui occupe la quasi-totalité de la loge surrénalienne gauche, qui est hétérogène, elle est volumineuse. Chose importante, que cette lésion, elle présente une restriction franche de la diffusion, et donc, devant cet aspect, on peut évoquer soit les métastases, le cortico-surrénalome, ou bien on peut également évoquer le lymphome. Et c'était un lymphome surrénalien. Souvent, c'est un lymphome non-hodgkinien. Il s'associe souvent avec une masse, il associe souvent une masse surrénalienne avec des adénopathies du rétropéritoine, et parfois on peut recourir à réaliser la biopsie pour confirmation histologique. Donc, dernier cas clinique. Un homme de 51 ans qui se présente aux antécédents de tuberculose, bien sûr, qui se présente avec une insuffisance surrénalienne aiguë dans le cadre d'altération de l'état général. Voici un scanner réalisé avec injection de produits de contraste. Là, on remarque la présence de multiples adénomégalies rétropéritonéales à centre nécrosé. Également, la loge surrénalienne droite, elle est occupée par une masse qui est hétérogène. Dans le centre, il est hypodense, et on a complété par une IRM qui confirme la présence de cette lésion avec un centre nécrotique central, notamment après injection de gadolinium avec une coque épaisse rehaussée. Et là, devant l'antécédent de tuberculose, on a évoqué la tuberculose surrénalienne.
C'est clair? Et donc, je finis par rappeler le rôle de l'imagerie pour faire la différence entre lésions adénomateuses et lésions non adénomateuses. Le vrai défi du radiologue est de différencier un adénome d'une métastase, surtout chez un patient connu porteur d'une lésion primitive. Si la lésion est non caractérisable sur le scanner, même après le calcul de wash-in, le wash-out, malgré la forte sensibilité, la spécificité de ces calculs-là, on peut recourir à réaliser la séquence IRM avec cette fameuse séquence in-phase, out-phase. Il faut se rappeler de cette valeur de 4 cm parce que plus la lésion elle augmente de taille, plus elle augmente le potentiel de malignité. Et finalement, j'insiste sur les compléments d'imagerie isotopique et même la biopsie dans certaines situations qui peuvent compléter notre enquête comme étant donc, radiologue et clinicien, et ceci doit être toujours discuté en RCP. Et merci. Merci beaucoup pour cette brillante conférence qui fait le tour de l'imagerie. On comprend bien toutes ces notions de wash-out et surtout la finesse du diagnostic radiologique, puisque souvent en matière de tumeurs surrénaliennes, l'imagerie est primordiale dans le choix de la technique de l'abord, du traitement et du schéma thérapeutique. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions? Une question? Oui, voilà, une question. Merci beaucoup, professeur Mzid, pour cette présentation. Donc, j'ai une question concernant le wash-out absolu et relatif. Donc, oui. Quel est l'intérêt de la distinction, justement, entre ces deux wash-out? Est-ce que les deux wash-out sont corrélés? Est-ce qu'il y a un qui est plus sensible ou plus spécifique que l'autre? D'accord. Pour le wash-out relatif, donc, bon, c'est une situation qui est assez fréquente. Parfois, souvent c'est un incidentalome. Donc parfois, on ne fait pas la séquence sans injection de produits de contraste. Parfois, on a des gens qui arrivent pour un bilan d'extension d'une lésion tumorale. On fait un injecté d'emblée, un lymphome ou autre. Donc, on n'a pas le SPC. Donc, soit on calcule le relatif parce qu'on a le portal et le tardif uniquement. Si on tombe sur une séquence à portal sur une lésion surrénalienne au temps portal, là on doit compléter par le tardif. Et si on a une séquence sans injection de produits de contraste, on doit compléter par le portal et le tardif pour pouvoir calculer le temps, le wash-out absolu. Donc c'est juste une question d'acquisition. La première, pour le wash-out relatif, on n'a pas la séquence sans injection de produits de contraste. D'accord? C'est le portal moins le tardif sur le portal. L'absolu, c'est le portal moins le tardif sur le portal moins l'SPC. Justement, la situation d'incidentalome est assez fréquente. Et parfois, on voit un scanner à distance. Donc, on est face à cet incidentalome. Donc, on va demander un scanner des surrénales. C'est ça. Si on fait un scanner des surrénales, est-ce qu'on fait l'absolu? On fait l'absolu? Oui, parce qu'on est orienté, on est face à un scanner qui explore les surrénales. Donc, on doit faire les 3 acquisitions. Mais si on est face à un incidentalome et on tombe sur une lésion surrénalienne au temps portal, là, on doit compléter par le temps tardif. On ne le fait pas systématiquement, le temps tardif à 15 minutes. D'accord, justement, le problème, c'est que parfois, on trouve sur des scanners des surrénales, le wash-out est relatif et absolu. Et parfois, on a des valeurs qui sont contradictoires. Non. Parfois. Donc, normalement que non. C'est les mêmes mesures, finalement. C'est une situation, on s'est retrouvé face à cette situation, on s'est dit, est-ce que le relatif est plus spécifique ou c'est le relatif c'est plus spécifique? C'est pas une question de spécificité, je pense. C'est juste, c'est un protocole de scanner. Merci, Dr Yusra. Ma question c'est pas par rapport aux tumeurs, c'est par rapport à l'hyperplasie du surrénal. Est-ce qu'il y a des caractéristiques radiologiques pour savoir s'il y a une hyperplasie du surrénal? Parce qu'il y a parfois des patients qui ont des persécutions d'aldostérone et il n'y a rien dans le scanner où il y a un adénome qui n'a pas les caractéristiques d'une tumeur surrénalienne. Est-ce qu'il y a des caractéristiques pour savoir? Non, c'est purement biologique dans ce cas-là. Et même si on réalise, si on est déjà
orientée par la clinique, on peut trouver tout simplement une hypertrophie adénomateuse bilatérale. On peut trouver ça ou on peut trouver un adénome, mais non spécifique. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que j'ai des questions en ligne? Alors sur Zoom, je n'ai pas de questions. Et sur le chat YouTube, il n'y a pas de questions. Je rappelle à ceux qui nous suivent en streaming, ils sont nombreux maintenant, il y a beaucoup de gens connectés. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous avez besoin de précision, vous pouvez poser des questions sur le chat YouTube ou par Zoom, aussi bien par message que par intervention directe par caméra.